On peut apprécier l'économie, on peut aimer l'économie, mais il ne suffit pas d'aimer pour bien la décrypter. La France est entrée dans la spirale infernale des 3D. Les excès de la dépense publique, en générant des déficits, conduisent au recours coupable à la dette. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de cet enchaînement de la dépense alimentant des déficits, dont la dette est un des recours possibles. Le budget de l'État, comme n'importe quel budget, peut avoir un solde déficitaire ou excédentaire. Le déficit public est donc lorsque le solde est déficitaire. On a eu des périodes un peu plus florissantes en France. Du début de la 5e jusqu'en 1966, il y avait des excédents interrompus par les accords de Grenelle en 68, et puis la période de 69 à 1974 donnera des déficits à zéro en moyenne, donc une situation plutôt stable. Côté recettes, il s'agit essentiellement de prélèvements obligatoires. On pourrait dire les impôts, mais c'est un peu plus complexe. Il y a des impôts et les cotisations sociales. Et dans les impôts en France, on a cette particularité de cotisations sociales fiscalisées. Il s'agit de la CRDS et de la CSG. Principalement, les impôts alimentent la dépense qui est constituée en gros, là encore, de consommation intermédiaire, ça parlera au comptable, de la rémunération des agents, de prestations sociales, mais aussi de toutes ces subventions et autres transferts qui sont importants et conséquents, et puis charges d'intérêt de la dette et l'investissement, formation brute de capital fixe. Si on regarde un petit peu dans le détail des choses, mais très succinctement et de façon très simple, on voit aussi que finalement la dépense n'est pas au seul usage exclusif d'un État égoïste, puisque calculée en 2016, la répartition par nature des dépenses publiques laisse apercevoir que pratiquement 60%, plus précisément 58,10% de cette dépense est constituée à des usages de transfert, de redistribution. Et cette redistribution, elle n'est pas l'apanage d'une seule strate de l'État, ce ne sont pas que les administrations de sécurité sociale qui redistribuent, mais toutes les strates de l'État. Quelle strate ? Eh bien, lorsqu'on parle de l'État au sens large du terme, il faut savoir qu'il se décompose entre, alors si on prend les acronymes, on va parler de APUC, APUL et ASSO. APUC pour Administration publique centrale, c'est l'État central. Et sur le plan du budget, la dépense de l'État central, elle est un peu moins de 40% de l'ensemble de la structure. S'agissant du volet social, les assos, le volet social est plus important puisqu'il dépasse en gros et en moyenne 40% de la structure. Et pour arriver à 100%, il reste la dépense des administrations locales qui est à un peu moins de 20%. Dépenses, recettes, lorsque la dépense excède la recette, il y a forcément un déficit. Le déficit va montrer cet excédent et va obliger à trouver une solution. Le déficit oblige soit à augmenter les impôts, donc le volet recettes, assez automatiquement, on pourrait le croire, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Ou alors, le cas échéant, lorsqu'on ne peut pas augmenter les impôts, on a recours à la dette, qui est un recours qui peut sembler lui aussi assez facile, mais il va impacter les générations futures, parce que la dette d'aujourd'hui sera les impôts des générations futures si rien d'autre n'est fait, si la croissance ne revient pas. Et cet arbitrage, c'est à l'État de faire l'arbitrage. Pour colmater le déficit, il va choisir entre impôts et emprunts, mais il ne le fera pas de façon, indépendante. Il peut le faire en fonction de son idéologie, en fonction de ses contraintes. Il n'est pas toujours facile d'augmenter les impôts, surtout lorsqu'il y a crise. On va donc se retourner vers la dette publique. Pour avoir une idée, pour définir un peu la dette publique, ce n'est pas simple là non plus parce qu'il y a 3, 4, 5 définitions possibles de la dette publique. Je vous en donnerai simplement 2. Celle qu'on utilise le plus souvent, c'est la dette publique brute au sens de Maastricht. Et puis on pourrait mettre en face la dette publique nette au sens de l'INSEE par exemple. Et si on prend les chiffres plus précis, à fin 2021, on pourra dire au sens de Maastricht que la dette publique était de, dernière correction parce que là encore c'est à la marge, mais de 2813 milliards, soit 112,5% du PIB, alors qu'au sens de l'INSEE, la dette publique nette était de 2522 milliards, soit 101,2% du PIB. On peut se débattre des chiffres, simplement, là encore, ça démontre aussi qu'en la matière, la précision est toujours compliquée à avoir, puisqu'il y a révision, correction, la façon dont on va exprimer les choses peut avoir aussi son importance. Juste 2 ordres de grandeur sur ces définitions statistiques. La dépense publique s'exprime en pourcentage du PIB. Pour une question d'homogénéité, pour pouvoir faire des comparaisons et dans le temps et dans l'espace avec nos voisins, on la calcule en fonction de la richesse que le pays est capable de créer. En France, en 2022, la dépense publique exprimée en pourcentage du PIB est de 57,5% du PIB.
On prévoit à la fin du mandat, dans le programme de stabilisation, de la faire redescendre à 53,5% du PIB. Le déficit est aujourd'hui à moins 4,7% du PIB. On, là encore, ambitionne de le réduire à moins 2,7% du PIB, juste en dessous de ce que Maastricht imposait dans la définition des critères qui était de 3%. Et puis reste la dette, plus gros problème pour la France. Elle est aujourd'hui encore à 111,6% du PIB et les optimistes vous disent qu'elle pourra revenir à 108,3% du PIB. Telles sont en tout cas les prévisions que l'on a presque Bercy a proposées à Bruxelles. Donc cette dette représente, en gros, on frôle les 3 000 milliards d'euros. Ça représente 43 000 euros par Français. 43 000 euros par Français, c'est 2 ans et demi de SMIC net, ou c'est encore l'équivalent de 10 millions de Tesla pour la gamme la plus chère. Pour faire un panorama rapide de l'évolution de toutes ces grandeurs, de la dépense, des déficits et de la dette, sur la cinquième et en se concentrant précisément, comme l'indiquent les graphiques, sur la période de 1974 à nos jours, on peut commencer par une remarque. Évoquer des excédents budgétaires, ça ne parle pas à toutes les générations qui sont nées après 1975, si on considère que ça n'est pas leur quotidien. Force est de constater que depuis bientôt 50 ans, le pays vit au-dessus de ses moyens et a des déficits de plus en plus importants. On a des effets de palier qui semblent se réaliser. Depuis bientôt 50 ans, le pays vit au-dessus de ses moyens. Pour la bonne cause, certainement, c'est la tâche de l'État, mais il n'est peut-être pas injuste de réclamer à l'État la même rigueur que celle que notre banquier nous demande. De là, plusieurs interrogations. Aurait-il pu agir autrement? Oui et non. Oui, car les déficits sont en grande partie alimentés par un excès de dépenses sur les recettes. Oui, parce que c'est de la responsabilité politique et économique de l'État, d'un gouvernement, de mettre en place des mesures dans le cadre d'une politique économique sur laquelle il a été élu. Oui, il aurait pu agir autrement en se souciant d'abord des recettes avant les dépenses, en faisant ce que les Anglais appellent « tax and spend », taxer et dépenser ensuite, plutôt que d'avoir ce comportement qu'on peut dire laxiste qui consiste à d'abord dépenser et puis se préoccuper ensuite du financement par l'impôt ou par la dette. Un impôt qui alimente la dépense, ça signifie aussi qu'on va choisir les victimes, celles qui vont financer, qui vont avoir un supplément d'impôt au bénéfice de ceux qui profiteront de la dépense supplémentaire. Je dis profiter dans un sens objectif, non pas péjoratif. Se pose alors la question du consentement à l'impôt, la question de la possibilité de l'impôt, parce qu'il y a un paradoxe en période de crise. Les besoins sont d'autant plus importants que la crise est profonde et solliciter une population par des impôts supplémentaires est contre-productif puisque l'assiette de l'impôt se réduisant, il est compliqué de faire peser encore plus lourdement l'impôt sur cette assiette. Il reste donc la solution de la dette, mais là encore, il faut bien regarder la charge de la dette, le coût de la dette. Et aujourd'hui, le retournement à la hausse des taux d'intérêt marque une rupture puisqu'il va coûter de plus en plus cher à l'État de s'endetter, comme aux particuliers d'ailleurs. Donc on aurait pu aussi considérer que ce n'était pas la seule solution pour l'État. On aurait pu répondre non en disant nos voisins font différemment. Chaque fois qu'on se compare à l'Allemagne, on observe, et en 2022, quand la France annonce 57,5% de dépenses publiques, l'Allemagne est en dessous de 50%, à 49,7% précisément. Le déficit allemand est à moins 2,6%. C'est un projet que l'on a pour 2027 en France. La France prévoit de s'approcher de ce résultat, sans parler de la dette qui, en Allemagne, est revenue à un peu plus de 60%, alors qu'on est à pratiquement le double en France, si on prend la précision, l'expression en termes de pourcentage du PIB. Alors laxisme, absence de volontarisme politique, ça va finir par se voir, disait Pierre Moscovici il y a déjà un an. Alors est-ce qu'on l'a entendu? Il y a un retour à la raison. Dans le programme de stabilisation, dans les prévisions que Bercy vient d'envoyer à Bruxelles, il y a la volonté d'un refroidissement, pour ne pas dire une purge. Est-ce que les Français doivent s'attendre à une politique de rigueur? La question est posée. Et d'autres encore reprochent à la France son laxisme. La France est montrée du doigt. L'Allemagne réclame des engagements chiffrés de la part des États et un désengagement chiffré de la part des États. On peut se poser la question du réalisme. Pourquoi? Pas sûr. La France a toujours abusé de la situation où on peut dire qu'elle est trop importante
pour qu'on la laisse tomber. Too big to fail, disent les Américains. Si elle tombe, elle entraîne le reste de la cordée, et on comprend bien que ça peut poser problème. Et l'Europe a la volonté d'avoir une convergence de ses économies. Autre difficulté, au-delà de la crédibilité des sanctions ou de la volonté de protéger une souveraineté budgétaire, le pays veut être responsable de son budget, eh bien, il reste encore des déclarations qui peuvent être des bonnes intentions. Et ces bonnes intentions s'inscrivent dans un environnement qui lui-même est imprévisible. L'État s'engage à faire, le résultat ne sera peut-être pas celui attendu, parce qu'il a peut-être voulu en faire trop, il a un peu dissimulé ses intentions, mais aussi peut-être parce que l'environnement va évoluer de façon pénalisante et empêchera d'atteindre ses objectifs. Ça signifie quoi? Ça signifie que le risque zéro n'existe pas. Qui aurait pu prévoir le Covid? Certainement personne. La même chose, si on reprend un peu historiquement les choses, les 2 chocs pétroliers ont été les premiers éléments, les premières crises qui vont impacter le comportement de l'État et qui vont l'obliger à dépenser au-delà de ce qu'il avait prévu de faire. Les dépenses publiques vont dépasser les 45% et à l'arrivée de la gauche au pouvoir, on aura un pic à 52% en 1984. Et puis, un peu plus loin, à nouveau des crises, une récession en 1993. Mais là, cette fois, la récession est mondiale, ajoutée à la guerre du Golfe, nous fera franchir un palier à plus de 55%. Et plus loin, en 2007, Nicolas Sarkozy, qui est arrivé au pouvoir avec de bonnes intentions, de travailler plus pour gagner plus et d'avoir cette volonté de récompenser les efforts, ne pourra pas faire autrement que, victime de 2 crises d'ampleur importante, faire véritablement exploser la dépense publique à 57% du PIB, à rebours du programme qu'il avait prévu. Emmanuel Macron ne sera pas donc épargné, on l'a vu, crise sanitaire ajoutée à des contraintes géopolitiques, il sera incité un peu à, je vais dire des choses entre guillemets, agir sans réfléchir à ce qu'il en coûte, à ce qu'il en coûtera, de sorte que les dépenses publiques vont dépasser cette fois les 61% du PIB en 2019. Revenu à 57,5% du PIB en 2022, ça reste, ce niveau de dépenses publiques, un record sur toute la 5e, hors période de Covid. N'y aurait-il donc que des cercles vicieux? Non. On le sait, de 86 à 88, la France a expérimenté la seule politique de l'offre. Politique de l'offre, pourquoi? Parce qu'elle a réussi à baisser et les impôts et la dépense. Et cette situation n'a pas été très importante sur l'impact en termes de réduction de la dépense, mais on a quand même des dépenses publiques qui sont revenues, partons de 52,3 en 85 à 50,6% en 1988. Ça permettra au gouvernement Rocard de démarrer en 89 avec une dépense publique sous les 50% à 49,5 très précisément, pour un temps court seulement. Un peu plus loin, de 98 à 2000, c'est grâce en partie, pour prendre là encore les situations bénéfiques, c'est grâce en partie à une croissance vigoureuse qui oscillera entre 3,4 et 3,9% que Lionel Jospin sera en partie capable de diminuer la dépense publique pour la ramener à 51,7% du PIB en 2000 et en 2001. En gros, quand on regarde les chiffres au plus près, le constat empirique que l'on a pu faire, c'est que à partir de 1994 et sur toute la période, à l'exception de 3 dates, à l'exception de 98, 99 et 2000, depuis 1994, chaque fois que la dépense publique dépasse les 49,5% du PIB, la croissance bute sur les 2,7 points. On ne peut pas prétendre avoir 3% de croissance dès lors que les dépenses publiques sont à ce niveau. Elles plombent l'activité, elles attestent d'une bureaucratie qui exprime des externalités négatives. On pourrait dire que trop de dépenses publiques freinent la croissance. Il y a une sorte d'effet Laffer, mais sur la dépense publique. Il ne faut donc pas s'étonner ensuite de constater une inexorable croissance de la dette publique alimentée par les déficits nés de ces dépenses excessives par rapport aux recettes. L'évolution de la dette depuis 1978, c'est à partir de cette date qu'on peut l'apprécier de façon cohérente depuis 1978, cette évolution montre que l'on est passé assez rapidement d'un peu plus de 20% à un peu plus de 30% en 85, puis un peu plus de 40% en 92, début de la prise en compte des critères de Maastricht, en 93, conséquence entre autres de l'emprunt national d'Édouard Balladur, la dette publique frôle les 50%. En 96, elle atteint même 60%. Puis Lionel Jospin, aidé par la bonne conjoncture, parvient à retenir un peu la dette, la ramener à 58,3% du PIB en 2001. Ensuite, elle repartira à la hausse sans discontinuer, atteignant près de 65% en 2006. Et puis les 2 crises sous Nicolas Sarkozy lui feront tutoyer des sommets, 87%,
Elle s'arrêtera de justesse avant les 100% sous François Hollande, à 98% plus précisément. Elle retombera pour une courte période en 2019, calme avant la tempête pourrait-on dire, à 97,4%. Les conséquences du Covid vont engager un rythme effréné de la dette publique et ces conséquences se liront dans un taux qui atteindra 114% du PIB. Et désormais à 111,6%, prévu à 108,3% pour la fin du mandat, certains se demandent si l'on ne serait pas passé d'un laxisme le disputant au déni à un excès d'optimisme comme une sorte de défi.